Bienvenue dans la deuxième partie, dans la seconde partie de cette édition. Comme annoncé, nous recevons le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane. Bonsoir. Bonsoir, Souleymane. Alors, il y a beaucoup à dire sur la presse, sur les turbulences du moment. Mais commençons d'abord par ce conclave qui s'est tenu hier et aujourd'hui sur l'initiative du ministère de l'économie numérique, mais de la communication, qui est le ministère de tutelle. Une rencontre durant laquelle les participants étaient censés, en accord avec le ministère, consolider les recommandations issues des assises de la presse et des concertations aussi sur la presse. Qu'est-il ressorti de cette mouture, de toutes ces propositions-là? Quelles sont les propositions phares qui ont été retenues et où va-t-on à partir de maintenant? Donc l'exercice par rapport à l'atelier convoqué par le ministère de la Communication, c'était de consolider d'une part les recommandations faites par les Assises nationales des médias, dont les conclusions ont été déposées auprès des autorités depuis le mois d'octobre 2024, et les journées de concertation impulsées par le président de la République, qui avait lancé un appel en Conseil des ministres le 7 mai 2025. Et donc ces concertations s'étaient tenues les 19, 20 et 21 juin. Une compilation en quelque sorte pour transformer de manière radicale notre organisation des médias. Donc vraiment des réflexions très enrichissantes qui vont permettre aux médias de jouer encore plus leur rôle dans le renforcement de la démocratie, dans le développement économique et social. À côté de cela, il y a bien entendu la situation que vit actuellement la presse. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse est en crise, une crise profonde qui fait que l'existence juridique des entreprises de presse est menacée parce que les entreprises de presse sont poursuivies par des créanciers qui peuvent demander la liquidation juridique des entreprises qui leur doivent de l'argent. Il y a également le fait que au niveau social, la situation est vraiment dramatique, en ce sens que des centaines de travailleurs des médias ont perdu leur emploi, d'autres sont restés plus d'une année sans salaire, au point que certains de nos confrères, de nos consoeurs ont été expulsés de leur appartement. Leurs enfants ne sont plus scolarisés parce que les parents n'ont plus le moyen de payer et autres. C'est vraiment une situation dramatique. En quoi la situation de la presse diffère-t-elle de la situation d'autres secteurs, puisqu'on sait que c'est un problème un peu plus large, un problème économique? Quelle est la spécificité de la situation du secteur de la presse? La spécificité du secteur de la presse par rapport à d'autres secteurs, c'est que depuis 18 mois, exactement 521 jours aujourd'hui, que le régime de la troisième alternance est en place, il n'y a eu aucun sou débloqué par l'État en direction de la presse. C'est lié d'abord au fait que les contrats publicitaires déjà réalisés par les entreprises de presse, par les médias du secteur privé, n'ont pas été payés par l'État du Sénégal. Alors que les entreprises de presse, les médias sénégalais privés, vivent à 70% des annonces de l'État du Sénégal. Donc, non-paiement au sens large, l'État central, les structures les parapubliques, les démembrements de l'État. Les démembrements de l'État. Les sociétés nationales. Les agences nationales, etc. Deuxièmement, il y a le fait que
la subvention aux médias pour la rémunération de leur mission de service public, qu'on appelle communément l'aide à la presse, n'a pas été distribuée ni pour 2024, ni pour 2025. Vous savez pourquoi? Nous estimons que le nouveau régime, selon les affirmations du ministre de la Communication, voulait d'abord mettre de l'ordre dans le secteur des médias avant de pouvoir distribuer l'argent public. En réalité, cela est totalement faux et fallacieux, en ce sens que, quelles que soient les motivations du ministre de la Communication, quand ils sont arrivés au pouvoir, en 2024, déjà le budget avait été voté et l'enveloppe destinée aux médias a été votée, était sur place. Pour vous, clairement, il y a eu une rétention des ressources? Il y a eu une rétention des ressources. Au fin de punir d'une certaine manière voilà. la presse. Malheureusement, quand on parle du non-paiement des créances dues aux entreprises de presse privée, quand on parle de la non-distribution de l'aide à la presse, quand on parle du fait que le Premier ministre a pris une note au mois de mai 2024 enjoignant au démembrement de l'État de résilier unilatéralement les contrats de publicité avec les entreprises donc privées, oui, il y a une volonté manifeste d'étouffer la presse privée. Et est-ce que l'État du Sénégal parle d'une seule et même voix quand il s'agit de la presse? On a entendu le discours, j'ai envie de dire, lénifiant du ministère de tutelle, du ministère de la Communication, qui semble ouvert au dialogue, prêt à coopérer et à nous sortir de l'ornière. Dans le même temps, vous avez une ligne dure incarnée par Monsieur le Premier ministre. Est-ce que cela est viable? Est-ce que, encore une fois, on ne souffle pas le chaud et le froid et in fine, il n'y aura rien je ne fais pas de distinction entre le Premier ministre, le chef du gouvernement, le ministre de la Communication et le Président de la République. Le Président de la République, déjà au mois d'août 2024, après la journée sans presse, le lendemain, en Conseil des ministres, le mercredi, il a lancé un appel au dialogue rénové. Ce dialogue rénové-là, on n'en a jamais vu la couleur. Le 7 mai 2025, en Conseil des ministres toujours, il a lancé un appel. Cette fois-ci, le dialogue, cet appel au dialogue avec les acteurs des médias a été suivi de concertation les 19, 20 et 21 juin. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, nous allons vers la matérialisation des conclusions au niveau de ces concertations-là qui ont été en quelque sorte impulsées par le Président de la République. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, la direction de la communication qui a organisé et les concertations et cet atelier-là d'hier et aujourd'hui a fait vraiment le travail nécessaire. Maintenant, le problème, c'est que il faut une décision politique qui n'est ni du ressort du directeur de la communication, ni du ressort même du ministre de la Communication. Cette décision politique, c'est considérer la situation de crise économique et sociale qu'il y a dans le secteur de la presse pour que le président de la République, ou je ne sais, le Premier ministre, prenne des décisions pour payer les créances dues aux entreprises de presse, pour rétablir les contrats de publicité, pour distribuer l'aide à la presse. Ça, c'est une décision politique. Il n'y a aucun texte qui, aujourd'hui, pourrait permettre de se fonder là-dessus pour régler la situation de la presse, sauf une décision politique du président de la République ou bien du Premier ministre, parce que la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de la presse, vous n'êtes pas sans savoir les entreprises de presse où le personnel est en grève, les entreprises de presse qui sont quasiment expulsées de leurs locaux, le CORED qui est l'organe d'autorégulation qui ne peut plus fonctionner et dont on doit aux travailleurs 14 mois de salaire. Ils sont d'ailleurs même très résilients, attendre
14 mois, la commission de la carte de presse ne fonctionne plus. Les cartes de presse ne sont plus valables parce qu'elles sont arrivées à expiration. En réalité, on dirait que le nouveau régime voulait totalement déstabiliser le secteur. Donc, pour pallier à tout cela, il faut une décision politique pour qu'on donne au moins des ressources au secteur de la presse. Et cela dépend uniquement de la volonté politique du nouveau régime de la troisième alternance politique. Alors, il y a ce qui est dû, ce qui est facile à mettre en œuvre, et il y a la question de la fiscalité, qui est au cœur aussi de la problématique de la crise de la presse et des relations extrêmement tendues entre la presse et l'État, pour ainsi dire. Alors, comment sortir de l'ornière sur cette question-là, qui est une question très sensible, parce qu'il y a des enjeux d'égalité de traitement des assujettis, des citoyens, et des questions aussi de ressources nécessaires au fonctionnement de l'État du Sénégal. Oui, cette question, je ne l'ai pas évoquée tout à l'heure, c'était la 4e question qui a fait l'objet de mesures urgentes lors des concertations du mois de juin. Le 4e point, c'était qu'on associe les acteurs des médias, le ministère, à la réforme, aux réformes même, et du code de la presse, du code général des impôts et du code des marchés publics. Parce que dans le cadre du code des marchés publics... Des processus qui sont en cours. Oui, des processus qui sont en cours. Nous avons été invités par la Direction générale des impôts et domaines à apporter notre contribution, et bientôt une réunion sera convoquée pour que de manière physique on y participe, etc. En réalité... Au même titre que d'autres secteurs. Oui, au même titre que d'autres. Oui, bien entendu. Il n'y a pas que la presse dans le monde. En réalité, cette question-là, c'est une question sur laquelle nous, journalistes, nous, presse, nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous, ce que nous demandons, nous ne disons pas que nous ne voulons pas payer d'impôts. Non. La maison où je me trouve paye des impôts. Mon entreprise paye des impôts, d'autres entreprises payent des impôts. Mais elles le peuvent, Oui, non, depuis le Covid, ça il faut le reconnaître, non seulement au niveau du paiement des impôts, il y a des défaillances, mais également au niveau des cotisations sociales. Ça c'est très important. Aujourd'hui, quasiment depuis le Covid-19, donc depuis 2020, à aujourd'hui, la situation est tellement dramatique que les entreprises n'ont pas de ressources. Et quand je dis quand elles le peuvent, ce n'est pas une conditionnalité. L'impôt doit être payé par tout le monde. Absolument. Quand je dis quand elles le peuvent, c'est que la situation est tellement dramatique que les ressources... Aujourd'hui, nous sommes sans ressources parce que depuis le Covid, donc depuis 2020 à aujourd'hui, nous avons perdu entre 70 et 90% de notre chiffre d'affaires. Ça, même pour les non-économistes, un secteur qui perd autant de chiffres d'affaires, c'est un secteur qui est à terre, c'est un secteur qui est en faillite. Alors sur ce point-là, certains disent, si vous n'arrivez pas à être rentable, arrêtez votre activité économique. J'ai entendu un grand juriste parler de cela, et même de dire que vous devez des impôts, vous devez payer les impôts. Ça, c'est du juridisme, c'est du fiscalisme, ça ne correspond pas à la réalité. Nous sommes un secteur qui a apporté, qui a contribué grandement au renforcement de la démocratie au Sénégal. Nous avons contribué aux 3 alternances politiques. Nous avons été de toutes les grandes batailles du Sénégal, la lutte contre la pandémie. Les grands juristes là et autres là, ils n'étaient pas dans la rue, c'est nous qui étions dans la rue, c'est nous qui avons vulgarisé la lutte contre la pandémie, etc. Donc cela veut dire ne diront pas plus que les personnels de santé, les personnels de sécurité, etc. Absolument, oui, mais chacun a joué sa partition. Nous, notre partition, c'est la vulgarisation des mesures pour se préserver du Covid. Les personnes ne sortaient pas de leur maison sans avoir la bonne information. Et, comme l'ont dit certains, l'information est la denrée la plus consommée au monde, y compris au Sénégal. Donc, de ce point de vue, compte tenu de l'apport
qu'apporte un secteur, c'est on doit lui donner un statut à hauteur de la contribution qu'il apporte à la société. Donc l'information a permis la stabilité politique et sociale, le renforcement de la démocratie. Il faut lui donner un statut de secteur stratégique et névralgique. Je m'explique. Aujourd'hui, le Sénégal importe tout ce qu'il mange. Nous sommes en déficit de production alimentaire. Aujourd'hui, l'État du Sénégal investit, je ne dis même pas des centaines de milliards, mais des milliers de milliards dans le secteur agricole pour que nous ayons notre souveraineté alimentaire. De la même manière, l'État efface la dette du monde paysan pour leur permettre de se relever. De la même manière, l'État met en place des financements qu'on dit financements bonifiés pour le secteur de l'agriculture parce qu'on ne pourra pas faire ça. De la même manière que l'État du Sénégal accorde une fiscalité spécifique aux investissements étrangers. Parce que ces investisseurs étrangers-là nous apportent des capitaux, nous apportent des compétences que nous n'avons pas. Et créer des emplois aussi. Et créer des emplois aussi. Mais justement, est-ce que le secteur de la presse a pu démontrer au-delà de sa légitimité ou de la pertinence de son travail du point de vue démocratique, mais aujourd'hui, les arguments qui touchent, ce sont les arguments économiques, financiers. Que représente la presse de ce point de vue-là, où ce n'est pas un argument pertinent dans la relation entre ce secteur et le reste de la nation? Nous avons un problème au Sénégal, c'est que nous sommes un pays dominé à plus de 90% par l'informel. Nous avons un problème de statistiques. Je ne peux vraiment pas dire combien pèse la presse, l'économie de la presse dans le PIB du Sénégal. Même du point de vue des statistiques, du point de vue des emplois créés, nous n'avons que des estimations. On estime vraiment très largement qu'il y a 10 000 emplois directs et indirects. C'est quand même important dans un pays où, selon les statistiques fournies par l'inspection du travail, il y aurait pas plus de 440 000 emplois enregistrés dans le secteur donc formel au Sénégal. Donc 10 000 emplois quand même, ça pèse. D'autant plus que pour la plupart, ce sont des emplois d'un certain niveau. Je n'ose pas dire cadre, parce que c'est un peu spécifique, mais ce sont quand même des emplois bien rémunérés au-delà, disons, du SMIC. Mais l'importance d'un secteur ne se mesure pas à sa quote-part dans le PIB. Ne se mesure pas seulement au nombre d'emplois. Parce que le jour où on va affiner les statistiques de l'emploi, même les vendeurs de journaux sont compris en réalité dans les emplois qui sont créés, et donc il y aurait plusieurs dizaines d'autres emplois créés par le secteur là. Les vendeurs de journaux qui vont peut-être disparaître d'ici quelques années. Absolument, oui. Et qui sont même en train... Avec la digitalisation, exactement. Le papier qui est en train de disparaître, c'est moins perceptible sous nos cieux. C'est irréversible. Mais c'est irréversible. Mais je voudrais simplement ajouter l'importance d'un secteur, ce n'est pas lié à ces chiffres-là, etc. Ce n'est pas que quantitatif. Nous constatons tous les Sénégalais, que la presse vraiment a permis la pluralité politique. Cette pluralité politique-là, c'est ça qui nous a donné... C'est un argument qui est quand même un peu contesté par... je m'excuse. Pour ne pas dire les nouvelles générations, en tout cas, la classe politique dominante actuellement et une grande partie de l'opinion qui conteste justement le rôle, la place et l'importance de la presse dans la société. Qu'est-ce qu'on a fait pour convaincre l'opinion
qui n'est pas toujours favorable à la presse, de l'importance justement de ce secteur, pas seulement au plan quantitatif de la création des emplois, du poids économique, des diverses cotisations au fisc, aux cotisations sociales, etc. Qu'est-ce qui n'a pas pris, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation entre la presse et le reste de la société, notamment la jeunesse actuellement? En fait, notre contribution à l'émergence d'un état de droit, c'est très difficile à cerner. Mais quand même, tous les observateurs internationaux, beaucoup de sensibilités politiques ou autres ont reconnu le rôle de la presse. Maintenant, la presse, elle n'est pas uniforme. Il y a différentes sensibilités, y compris au sein de la presse. Mais nous avons quand même, de manière globale, une presse républicaine. Et c'est cette presse républicaine-là qu'il faut sauvegarder. Parce que nous avons des pays qui nous entourent, qui sont beaucoup plus riches que le Sénégal, mais qui n'ont pas cette presse républicaine, au point que c'est des pays victimes de coups d'État, victimes de guerres civiles, réellement, ou de guerres civiles larvées, où la presse est une presse ethniciste, une presse très politicienne, qui appartient à des partis politiques ou bien à des lobbies économiques, etc. Au Sénégal, nous avons encore une presse républicaine. Et cette presse républicaine-là, il faut la préserver. Vous prenez un groupe comme Sud. OK? Sud, c'est un des monuments, un des joyaux de la presse sénégalaise. Vous prenez un groupe comme le groupe Walf. OK? Malgré toutes les péripéties, le groupe Walf est resté debout. Aujourd'hui, vous prenez le groupe GFM, qu'on le veuille ou pas, on ne doit pas regarder les sensibilités politiques des dirigeants, des propriétaires de ces groupes de presse-là, mais on doit regarder le travail qui est fait par les professionnels des médias, les journalistes et techniciens qui sont dans ces médias-là. Et leur apport est important, peut-être invisible, non palpable, mais il renforce la pluralité politique, il renforce le fait qu'on donne la parole à chaque Sénégalais. Et c'est ça qui fait que le couvercle, la marmite ne saute pas. Et ça, c'est très important, sans compter maintenant d'autres considérations. On a renforcé le sentiment national, on a développé les langues nationales. La presse privée, les stations FM, ne datent pas de longtemps. Mamadou Ibra Kane, on a beaucoup parlé des facteurs externes, des effets, impacts, de phénomènes hors de contrôle, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau continental, régional, sous-régional. Est-ce que, du point de vue de la gestion interne, pour ainsi dire, des entreprises de presse et du secteur en tant que secteur, en tant qu'entité économique, est-ce que les bonnes décisions ont été prises, décisions stratégiques pour se préparer à la situation dans laquelle la presse se trouve aujourd'hui en termes de gestion individuelle et en termes de gestion collective? Est-ce que les entreprises de presse sont bien gérées pour éviter ce genre de situation, ou à défaut de les éviter, en tout cas les préparer suffisamment pour ne pas, au bout de 2-3 mois, se retrouver dans une situation de quasi-faillite? Oui, en réalité, la situation de quasi-faillite, elle est globale. Cette question-là, elle est importante. Nous avons des problèmes de management des médias sénégalais. La critique que je fais souvent, c'est que les médias sénégalais sont au XXe siècle, alors qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Cette mutation technologique, la digitalisation de la presse sénégalaise, le fait que la presse sénégalaise se confine dans ses frontières nationales et n'aille pas à la conquête du monde, parce qu'aujourd'hui, l'information est mondiale. Nous pouvons avoir une présence mondiale parce que nous avons des compétences dans le domaine de la presse et on peut proposer une bonne marchandise, entre guillemets, à l'international.
Et ce qui ferait qu'on n'aurait plus ces problèmes. Si un nouveau régime arrive, il veut étouffer la presse, c'est très facile de l'étouffer parce que c'est le nouveau régime qui donne 70% des recettes au secteur. Okay? Donc, cette mutation-là, nous ne l'avons pas faite. Oui, il y a eu une euphorie avec l'expansion exponentielle de la presse de 2000, je caricature quoi, de 2000 à 2015, mais après 2015, surtout après la première guerre en Ukraine, la guerre de Crimée, le papier s'est renchéri, hein, et donc on a commencé à avoir les problèmes. Maintenant, l'estocade finale est venue avec le Covid-19. Donc, effectivement, nous n'avons pas eu ce management-là qui était au diapason. Ok, donc ça c'est... Surtout au plan stratégique, hein, avec Oui. ces innovations technologiques, mais aussi les innovations éditoriales, le fact-checking, Absolument. Oui. le journalisme d'investigation et les technologies émergentes aussi. Il y a l'IA qui commence à être embarquée dans les grands groupes de presse du monde et au Sénégal, en Afrique, quasiment, sur tout le continent, on est à la traîne. Il nous reste malheureusement peu de temps. Je voudrais consacrer les quelques minutes qui nous restent à la question justement des textes de loi qui ont été examinés et adoptés à l'Assemblée nationale hier et aujourd'hui. Hier sur l'OFNAC et sur la déclaration de patrimoine et aujourd'hui sur l'accès à l'information et la protection, le statut et la protection des lanceurs d'alerte. Quelle connexion, quel lien entre ces cadres juridiques et l'exercice de la profession de journaliste au Sénégal? Est-ce que ce sont des opportunités qui se présentent avec cette nouvelle législation, ce nouveau cadre en tout cas, ou ce sont des menaces qui pèsent davantage sur le secteur, eu égard notamment à ce qu'on voit? Je voudrais aussi ajouter cette dimension à la question, c'est les convocations à la division spéciale sur la cybercriminalité, les restrictions qui sont apportées à l'exercice de la liberté d'expression et de sa fille, hein, peut-être adoptive, la liberté de la presse. Oui, je voudrais juste terminer, compléter. Il nous faut une mutation technologique avec un management qui soit au diapason. Mais il faut également qu'on crée des mécanismes pour que notre dépendance vis-à-vis de l'État soit réduite. Évidemment, oui. Ou bien simplement supprimée. Et ça, c'est possible. Nous en avons les moyens pour aller à la conquête du marché mondial et autres. Créer des mécanismes pour que la liberté de la presse ne soit pas seulement de manière déclarative, mais que cela corresponde à des réalités ou quelques régimes qui puissent arriver de trucs. Alors, les textes qui ont été adoptés. Ouais. Oui, maintenant les textes ont été adoptés. Il y a du bon et du moins bon là-dedans. Il y a du bon parce que nous, je crois que nous avons même fait partie de réunions sur l'adoption d'une loi à l'accès à l'information. Depuis les années 2000, voilà. Même fin 90. Oui, oui, voilà, c'est dans les années, c'est la fin des années 90. OK? Et aujourd'hui, ce nouveau régime-là va faire adopter une loi d'accès à l'information. De la même manière, la déclaration de patrimoine, on se plaint toujours ici au Sénégal que les hommes les plus riches, ce ne sont pas les industriels, ce ne sont pas les commerçants, hein, ce ne sont pas les agro-industriels, mais ce sont les hommes politiques et les fonctionnaires. Okay? Parce que notre grand drame de l'indépendance à aujourd'hui, c'est qu'il y a une prévarication des ressources publiques. Hein, et effectivement, qu'on ait une loi pour la déclaration de patrimoine, c'est une bonne chose. Donc il y a vraiment de bonnes choses qui ont été initiées. Maintenant, le problème, c'est par exemple, quand on prend la loi pour l'accès à l'information, elle est déclarative, elle est quasiment vidée de son contenu. Par exemple, quand une loi parle même du secret commercial et industriel, hein, qu'on peut opposer aux journalistes, aux chercheurs, aux citoyens, oui, ça pose problème. En réalité, cette loi-là, il n'est pas fait mention de la presse dans la loi. Oui, bien sûr, hein, c'est destiné aux citoyens. Exactement.
Et je pense qu'on aurait dû s'inspirer un peu de ce qui se fait au mieux dans le monde. Et l'Union européenne a une excellente loi d'accès à l'information qui oblige nos gouvernants à ne pas faire de la rétention d'informations quand ils signent des contrats qui peuvent être léoniens pour le Sénégal. Que les citoyens puissent être informés que nous avons un président de la République qui a fait de la haute trahison, ou bien un ministre, ou bien un premier ministre. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est économique. C'est économique, c'est militaire, c'est géopolitique. Il faut que nous soyons informés que le simple citoyen, le professeur d'université, le chercheur, étudiant, les avocats, que tout le monde, la société civile, que tout le monde soit informé. Et là, il faut diminuer les garde-fous, comme quoi ça pourrait porter atteinte à la sécurité de l'État, secret de défense, etc. Donc c'est la seule limite. L'initiative est à saluer et nous espérons que la presse, l'intelligentsia sénégalaise, notre élite, va se prononcer sur les textes qui seront donc adoptés. Parce que, et sur les lanceurs d'alerte? Sur les lanceurs d'alerte, ce qui ne plaît pas tellement dans cette loi, c'est que c'est un peu de la délation. On n'a pas les juristes, on a de grands juristes, on aurait pu formuler ça de telle sorte que autant on protège les lanceurs d'alerte, mais ne pas organiser aussi, institutionnaliser la délation. Je ne suis pas un juriste, mais quand même, je pense qu'on pouvait faire mieux en la matière. Donc, ça tout peut ça, être tout bénéfice pour le secteur de la presse quand même, qu'il y ait des personnes mais dans tous les assez cas, bien informées et qui mais dans tous les cas, des secrets. Dans tous les cas, nous avons, nos lanceurs d'alerte. On ne dévoile pas nos sources. Et la loi sénégalaise d'ailleurs ne nous permet pas de défendre nos sources. Mais nous, en tant que journalistes, du point de vue de l'éthique professionnelle, nous défendons nos sources et nous donnons malgré tout la bonne information aux citoyens, parce que c'est ça notre métier. Nous sommes au service des citoyens, nous ne sommes pas au service d'un régime, d'un président de la République, d'un premier ministre ou d'un ministre ou de quelconque lobby. Donc nous allons continuer, nous, à faire notre travail et avec la troisième alternance, nous n'en sommes qu'à 3 alternances. Une alternance, c'est bon, pour un pays. Ça veut dire qu'il y a une santé démocratique. Je rappelle souvent qu'au Sénégal, on votait sans la carte d'identité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de 3e mandat au Sénégal, etc. etc. Donc, toutes ces avancées-là nous permettront peut-être de devenir un état de droit, parce qu'aujourd'hui, nous avons un embryon d'état de droit, parce qu'à chaque régime qui change, nous, de la presse, nous sommes martyrisés, nous sommes maltraités, on veut nous mettre au pas, et ça, nous pensons qu'avec les alternances politiques, de plus en plus, ça va changer. Alors, pour clore ce petit débat-là, une question. Revenons sur la situation actuelle et sur l'avenir aussi de la presse, du secteur. À compter d'aujourd'hui, dans combien de temps faut-il apporter une solution définitive pour sortir la presse de la situation sous peine de disparition de certains groupes, de suppression d'emplois et éventuellement de péril sur la liberté de presse, pour ne pas parler de liberté d'expression au Sénégal? La situation est telle, il faut faire un constat vraiment objectif. Ce nouveau régime est venu avec le plan de liquidation de la presse privée. Pour des motivations politiques, c'est une presse qui était au service de l'ancien régime ou bien aujourd'hui au service de l'opposition, etc. Le nouveau régime n'a pas fait de discernement entre la presse républicaine et la presse, qui appartient à certains lobbies, y compris le lobby politique. Cette distinction-là n'a pas été faite. Et le problème, c'est que le nouveau régime est en train de détruire la presse. Et le jour où on va détruire notre presse républicaine, c'est le Sénégal qui va en pâtir, c'est la démocratie sénégalaise qui va en pâtir. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un pays 2 fois plus riche que nous, la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas Jàmm la paix. Nous, ici, nous avons Jàmm la paix, y compris grâce à la presse. Et d'un point de vue politique, et d'un point de vue social, d'un point de vue religieux et autres. Donc, ça c'est fondamental. Maintenant,
il faut que, et malheureusement, les conséquences de la crise, c'est que tous les cadres, les grands cadres de la presse sortent de la presse. Parce que la presse ne nourrit plus son homme. Hein? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est le citoyen sénégalais que la presse sert, c'est aux citoyens sénégalais de réagir. C'est à la société civile de réagir. C'est aux partis politiques, y compris le parti au pouvoir, de réagir. Nos confréries de réagir et l'Église de réagir pour que on n'assassine pas la presse. N'est-ce pas? Mais la presse elle-même doit trouver les moyens de sa survie. C'est pas parce que le régime est contre nous que nous devons baisser les bras et nous laisser égorger. Il y a des moyens aujourd'hui de se battre pour créer un environnement économique, un environnement technologique pour que la presse privée puisse se développer. Merci Mamadou Ibra Kane. Je rappelle que vous êtes le président du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Bonsoir.